Bonsoir à tout le monde, il est 20h, je déclare le conseil municipal ouvert. On commence par procéder à l'appel nominal. Olivier Colesso présent, Catherine Ribaille, Laurent Direz, Tawa Lyon a donné un pouvoir à Monsieur Cassada, Fabrice Cassada, Emmanuel Abel, Philippe Arnaud, Samira Awali, absente, Alexandre Bouzet, Isabelle Soulis, Béatrice Desrois a donné un pouvoir à M. Colesso, Georges Pambou, Virginia Riora, Philippe Berenguer, Karine Lorteau, Anaïs Roy, Mathilde Hustin a donné son pouvoir à M. Bouzet, Jean-Paul Algaron a donné son pouvoir à M. Direz, Catherine Chevalier, Philippe Tadjilzik, Michel Romagnac, Ahmed Saïd, Pierrette Munier, Ali Bouchama, Fabienne Gilliot, Grégory Ateba et Gaël Bouvier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 présents. 1, 2, 3, 4. 4 pouvoirs. Pardon, j'ai gribouillé la feuille d'émargement. Vous vous signez à côté des petites croix, s'il vous plaît. Merci. Nous allons maintenant désigner un secrétaire de séance. Monsieur Alexandre Bouzet s'est proposé. Est-ce que quelqu'un serait contre? S'abstiendrait? Tout le monde est pour? Ok, très bien. Donc, Monsieur Bouzet est secrétaire de séance. Point 3, approbation du PV du Conseil municipal du 6 juillet 2021. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Donc 5 voix contre. Je fais tourner le PV avec la feuille de signature. Merci de procéder. Point 4, communication du maire. Donc, ce sont des informations que je vous donne hors vote, hors débat. D'abord, sur les délégations. Vous vous souvenez que lorsqu'on a été installé fin mai 2020... Oui, pardon? Il y a la communication du maire en point 16 aussi. Alors, non, en point 16, c'est les informations sur les décisions du maire. Là, c'est plutôt des communications d'informations générales que je vous donne. Comme ça, le même titre. Non, communication, et l'autre, c'est information sur les décisions du maire. Là, ce que je vais exprimer, ce n'est pas sur les décisions. Hein. Voilà, communication générale. Donc, vous vous souvenez que lorsqu'on a été installé, au moment du vote des délégations, il avait été dit que c'était quelque chose de mouvant, que nous donnerions les délégations sur les sujets particuliers, et que ces délégations n'avaient pas vocation à durer forcément sur toute la durée du mandat. Donc là, on arrive au bout d'1 an et demi dans ce mandat, à la première étape, où on va redistribuer un petit peu les cartes. Et dans ce contexte, 2 nouvelles délégations sont créées en remplacement de 2 autres pour rester dans la même enveloppe d'origine. Une première qui va être confiée à Madame Romagnac, qui sera chargée d'établir pour la commune un plan communal de sauvegarde. Donc c'est une mission qu'on lui confie. Et lorsque le plan communal de sauvegarde sera approuvé et en place, eh bien, on retirera sa délégation pour vraisemblablement en confier une nouvelle à un autre élu sur un autre sujet. La deuxième délégation que je consentirai ira à M. Tadjilzik, qui sera en charge de la consultation et de la participation citoyenne. C'était quelque chose auquel on tenait beaucoup dans notre programme, qu'on n'a pas pu mettre en œuvre comme on souhaitait à cause, vous l'avez bien compris, des restrictions sanitaires. Maintenant, comme il semble quand même que les conditions permettent plus facilement et de se réunir et de se déplacer, de se rencontrer, le moment me semblait opportun pour confier à Philippe Tadjilzik le soin de mettre en place tous ces outils de consultation. Je communiquerai, alors outre l'obligation d'affichage légal, je communiquerai une copie des arrêtés de délégation pour que tout soit bien clair, et je demanderai à Madame Romagnac d'une part et à Monsieur Tadjilzik d'autre part de présenter leur projet
lors du prochain conseil municipal. Comme ça, vous aurez une vision claire de ce à quoi il s'attelle. Voilà. Donc du coup, il y a 2 délégations qui sont retirées pour rester dans le bloc budgétaire de départ. Donc celle de M. Massia, qui est tombée toute seule puisqu'il a quitté la commune, et celle de M. Arnaud, puisqu'il a bien travaillé sur le recensement des associations, etc. Mais maintenant, on a un agent à temps plein, donc c'est une délégation qui est moins critique. Et comme de toute façon, il fallait trouver une délégation, donc on se réorganise comme ça. Voilà. Donc encore une fois, l'idée générale, c'est qu'à peu près, on va essayer de faire en sorte que tous les élus, en tout cas ceux qui le souhaitent, aient à un moment de leur mandat une délégation, ce qui permettra de les impliquer complètement dans la vie opérationnelle, on va dire, de notre municipalité. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est encore quelque chose que nous soumettrons à l'avis du conseil municipal au prochain conseil. Je souhaite créer une commission municipale qui implique les élus de l'opposition, si vous en êtes d'accord, qui serait chargée de réfléchir avec les élus de la majorité, mais aussi les agents, enfin les directions, les directeurs des différents services de la commune, pour la mise en place, la révision de tous les documents un petit peu cadres qui organisent la vie administrative de notre commune. Il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment politiciennes, qui ne donnent pas lieu à des confrontations. Donc c'est pas mal d'associer le plus largement possible les élus et les agents. Et notamment, comme vous avez vu que depuis 1 an, on a quand même entamé le travail d'établissement de règlements intérieurs, de conditions d'accès aux différents bâtiments publics. Je pense qu'il est intéressant de faire vivre ces documents, qui en sont encore à leur première version, en associant toutes les personnes qui sont intéressées par le faire. Donc là, je m'adresse à nos collègues de la minorité municipale. Il nous faudrait 2 personnes, ou prises parmi vous 5, ou 2 personnes que vous nommeriez à l'occasion du prochain conseil municipal. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Je n'ai pas encore trouvé le nom adéquat pour cette commission. Si vous avez des idées, je prends, d'accord ? Mais au prochain conseil, on essaiera de l'installer de telle sorte qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Et quand je dis travailler ensemble sur les documents un peu cadres de la commune, c'est pas seulement les règlements intérieurs, mais c'est par exemple le plan communal de sauvegarde. J'ai envie d'associer le plus largement possible les élus qui ont une expérience de terrain. Et également, par exemple, le règlement de voirie sur lequel monsieur Saïd a commencé à travailler, c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur, avec les services techniques, mais aussi un regard d'élus de l'opposition. Donc voilà. C'était les 2 communications que je voulais faire avant d'attaquer directement les différents points de l'ordre du jour. Donc vous revenez vers moi, s'il vous plaît, dans les prochaines semaines, pour me signifier votre intention de participer ou pas, en personne ou en nommant des personnes en qui vous auriez confiance pour vous représenter. Voilà. Alors on commence justement par approuver 2 règlements intérieurs. Alors je mets ça dans le contexte. Les règlements intérieurs qu'on vous a soumis dans le passé, aujourd'hui, qu'on vous soumettra encore, puisqu'au prochain conseil, il y aura un règlement intérieur qui concerne le cimetière qui vous sera soumis, et ont été définis et conçus par les agents. Ça, c'est un principe un peu de travail. Je préfère partir de la réalité du travail et après peut-être affiner au cours de la vie de ces règlements en fonction du retour d'expérience que l'on a de la pratique. Donc nous allons mettre au vote 2 règlements intérieurs. Le premier concerne celui de la salle des fêtes Vendangen. Donc vous l'avez reçu en pièce annexe, qui serait pour. Alors, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Prends le micro de l'opposition. Oui. Voilà, vous m'entendez là? Voilà. Oui, donc peut-être certains ont été surpris parce que j'ai mis la main pour voter contre le règlement. En fait, je voterai contre les 2 règlements. En fait, je les ai lus avec beaucoup d'attention et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment aboutis, donc je préfère le dire.
sachant qu'il comporte des erreurs qui sont quand même importantes, des oublis, et je pense qu'il mélange à la fois les règlements d'une salle et le règlement de fonctionnement. Alors les oublis, c'est... quand on regarde... Ce genre de remarques, elles seront faites dans la commission qui a pour but de réviser les règlements intérieurs, de les faire vivre, si tu veux. D'accord. Alors ce qui est dommage, c'est que la commission n'a pas commencé à travailler sur ces deux documents. Je pense que là, il y a eu un petit peu de précipitation. On ne va pas commencer un débat là-dessus. Comme je l'ai expliqué, je pars d'abord des agents et ensuite, on élargit le débat aux politiques. D'accord. C'était juste pour expliquer pourquoi j'avais levé la main. Très bien. On passe maintenant à l'approbation du règlement intérieur de la salle Frison-Roche. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point 7, décision de non-préemption urbaine. Donc on commence à avoir l'habitude maintenant. Vous savez que lorsqu'il y a des transactions immobilières sur la commune, nous sommes dans une zone de préemption urbaine. Donc le maire doit s'exprimer sur sa volonté de préempter ou pas, dans la limite d'un montant de 500 000 €. Il y a eu une déclaration d'intention d'aliéner qui dépassait ce montant, donc c'est au conseil municipal de s'exprimer. Nous avons étudié cette DIA en commission urbanisme, et nous proposons au conseil municipal de ne pas préempter. Donc qui serait pour la décision de non-préemption urbaine? Alors je crois qu'il y a unanimité. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. On va maintenant passer aux questions d'urbanisme. On y était déjà, mais on va y rester avec deux points qui sont importants. Alors le premier ne donne pas lieu à vote, puisqu'il s'agit de prendre acte d'un débat qui concerne les grandes orientations, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Donc c'est la première étape, la deuxième si on prend en compte la délibération de prescription, dans le long processus qui consiste à réviser le PLU. Donc c'est un point qui a été abordé à plusieurs reprises en commission urbanisme, 2 fois de mémoire. Vous avez reçu aussi des liens qui vous permettent, si vous le souhaitiez, de consulter les pièces annexées à tout ce processus de révision de PLU. Et M. Direz va nous présenter, là maintenant, entre nous, au Conseil, le contexte général dans lequel se place cette discussion. Et ensuite, nous en débattrons et nous prendrons acte que le débat a eu lieu. Donc je passe le micro à M. Direz qui fait d'abord une présentation générale et ensuite je crois que vous avez une présentation à l'écran à nous faire. Oui, donc pour rappel, je vais donner quelques dates pour replacer le débat. Donc il y avait eu un projet déjà, un PLU qui avait été arrêté. Ce projet a été, l'arrêt du projet a été annulé le 14 décembre 2020. Au dernier conseil municipal du 6 juillet, nous avons donc revoté la prescription de révision. Et donc là, on va donc débattre des orientations générales du PADD. Le projet d'aménagement et de développement durable, c'est la clé de voûte du dossier du plan local d'urbanisme. Le PADD définit les orientations du projet d'urbanisme ou d'aménagement de l'ensemble de la commune. C'est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Le PADD n'est pas directement opposable au permis de construire et aux opérations d'aménagement. Mais le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont définies. Alors, on a repris les 4 grandes orientations qui avaient été définies au précédent PADD, à savoir donc les 4 grandes orientations que vous retrouvez ici au tableau. Assurer un développement cohérent à Chanteloup-en-Brie, définir les modalités du développement de toutes les sphères économiques de la commune,
poursuivre la valorisation du cadre de vie des habitants, préserver la ruralité du territoire. Alors si on a conservé 4 grandes orientations, il y a quand même des lignes directives nouvelles. Passer d'un urbanisme de zone à un urbanisme de transition, diminuer la consommation des sols, permettre la réalisation des projets des acteurs économiques de notre ville et sauver le patrimoine bâti remarquable de Chanteloup, préserver le centre historique, renforcer la trame verte, bleue et instaurer la trame noire. Je vais essayer de vous définir ces quelques lignes. Alors, passer d'un urbanisme de zone à un urbanisme de transition. La mixité urbaine n'est pas forcément simple à mettre en place. Cependant, elle évite la juxtaposition, la confrontation de l'habitat aux arrières, notamment des zones commerciales. Je vous ai mis un exemple ici, où vous voyez, alors je vais essayer de prendre, voilà, là vous avez un bâtiment d'habitation, et ici vous avez le Clos du Chêne. Donc là vous avez une zone d'activité, là vous avez une zone d'habitat, et donc vous vous retrouvez avec l'arrière de la zone et les bâtiments qui ont une vue directe sur cette arrière de zone qui est maltraitée, notamment. Alors, si vous regardez dans le passé, notamment sur la ZA du Gasset, on avait su préserver cette transition. Il y a beaucoup de bâtiments en limite de zone qui étaient traités sur un traitement bien particulier. Donc, notre volonté, c'est de retourner le Clos du Chêne, notamment, si je prends cet exemple, vers la ville. Son extension accueillera des nouveaux commerces et des habitations, avec pour objectif un traitement harmonieux des architectures, des bâtiments mixtes, une natation sur les vues avec la requalification des dessertes arrières, notamment du Clos du Chêne. Diminuer la consommation des sols. Donc, en discutant avec notamment EPAMarne, si vous vous souvenez, dans le dernier projet, il y avait l'extension du Gasset, de la zone artisanale qui était prévue, qui remontait jusqu'en fait l'extension du Clos du Chêne, qui était prévue à peu près sur cette zone-là. On a souhaité conserver et limiter donc la consommation des sols. Et donc le projet, mais ça fait partie des orientations sur lesquelles justement on peut débattre, c'est donc de limiter les zones, et notamment à cet endroit, qui était une zone AU, on souhaite la passer en zone A, une zone agricole, où ce sera en fait une extension de la cueillette. Voilà. Également un projet qui faisait l'objet d'une OAP, était prévu dans le projet de PLU, au sud donc, du garage Renault, ici, donc une zone naturelle qui a été transformée en zone urbaine. Voilà. Alors ça a été d'ailleurs à de nombreuses reprises dans les commentaires des personnes publiques associées mis en avant. Il y a eu une étude environnementale, même s'il n'y a pas un intérêt environnemental qui a été qualifié, moi, il me semble important de conserver, comme beaucoup de personnes publiques associées l'ont fait remarquer, cette continuité écologique. Et également, d'un point de vue urbanistique, en fait, ça permet de conserver, chose de rare, on n'en a plus qu'un à Chanteloup, c'est le hameau de la Petite Jonchère, en ayant donc une rupture de l'urbanisation à cet endroit. Au total, donc, ça fait 2,5 hectares à peu près de terres conservées. Permettre la réalisation des projets des acteurs économiques de la ville. Alors ici, on vous a mis, je vous ai mis quelques photos du château de Fontenelle. Donc le propriétaire a pour projet de faire un hôtel. Voilà, donc c'est un beau projet, mais c'est dans une zone qui nécessite effectivement la création de ce qu'on appelle un stécal. Donc on va essayer de l'accompagner dans ce projet pour rendre ce projet possible. Voilà. Ça paraît être important parce que notamment le château était en très mauvais état. Vous avez vu quelques images de l'intérieur, c'était très fortement dégradé.
Et le patrimoine bâti, quand il n'est pas entretenu, en fait, il peut disparaître, un incendie, des squatteurs, et le bâti se dégrade vraiment très très vite. Préserver le centre historique. La municipalité a déjà commencé, on a vu qu'il y a eu quelques petits aménagements, mais on voit qu'il y a quelques restes d'architecture traditionnelle briarde. Donc on a certainement un travail à faire pour le mettre en valeur. Puis également il y a quelques grands terrains publics ou privés qu'il va falloir réfléchir à un aménagement dans le respect de cette culture briarde. Enfin, renforcer la trame verte et bleue et instaurer la trame noire, donc qui n'existe pas, mais il faut dire que la trame noire c'est quelque chose de quand même assez récent, assez nouveau. Donc notamment en maintenant la rupture d'urbanisation entre Chanteloup-en-Brie et la Petite Jonchère, en préservant donc 2 hectares de terres agricoles, en limitant la luminosité, voire instaurer un couloir d'obscurité, et en ayant une réflexion sur l'agriculture entre Chanteloup et le rue de la Gondoire. Voilà donc pour les 5 directives qui nous ont amenés à modifier ici ce de PADD. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est de faire tout simplement une lecture du PADD. Alors, c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais je pense que c'est somme toute quand même nécessaire pour le débat. Et n'hésitez pas, moi ce que je vous propose, c'est que à tout moment, n'hésitez pas à lever la main et puis on discute et on débat. Alors, on a un premier point, c'est rappel législatif et réglementaire. L'article L101.2 du Code de l'urbanisme créé par l'ordonnance, je vous passe les numéros. Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants. L'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel. Les besoins en matière de mobilité. Deuxième objectif, la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment les entrées de ville. Troisième point, la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général, ainsi que d'équipements publics et d'équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerce et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacement motorisé et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. Quatrièmement, la sécurité et la salubrité publique. Parfois il y a des phrases courtes quand même. Cinquièmement, la préservation des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Sixièmement, la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Septièmement, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir des ressources renouvelables. Huitièmement, la promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. Voilà, donc ça c'est rappel législatif. C'est pas fini, il y en a encore un. Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Deuxièmement, les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, parce que certains PLU sont intercommunaux. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. On va passer au projet communal, avec donc la première orientation qui est d'assurer donc un développement cohérent à Chanteloup-en-Brie. Avec un premier point qui est donc de maîtriser la croissance démographique. Chanteloup-en-Brie fait partie de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et du secteur 3 de Marne-la-Vallée. Dans le cadre des ZAC d'État, la commune s'est fortement développée. La commune de Chanteloup-en-Brie est de fait dynamique et accueille de manière croissante de nouveaux habitants depuis les années 80. La population est ainsi passée de 463 habitants en 1982 à 4016 habitants en 2021. La municipalité souhaite maîtriser sa croissance démographique, la croissance démographique de sa population, dans le temps, en veillant au développement des ressources financières de la commune et des équipements publics, écoles, cimetières, espaces publics. Elle souhaite préserver les espaces naturels et agricoles en privilégiant la densification et la mixité fonctionnelle des lieux déjà urbanisés et notamment du Clos du Chêne. Pour cela, la commune souhaite s'appuyer sur le développement de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre tout en maintenant l'identité des quartiers anciens comme modernes déjà bâtis. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir sur ce premier point, maîtriser la croissance démographique. Deuxièmement, définir une politique de l'habitat moderne. Dans la continuité de la volonté communale de proposer des projets innovants sur son territoire, les élus souhaitent mettre en avant une politique de l'habitat moderne qui repose sur plusieurs principes. Un habitat diversifié, continuer à proposer une offre de logement diversifiée pour améliorer la mixité sociale en termes de taille, de nombre de pièces, de formes urbaines, individuelles ou collectives, et de type d'occupation, accession et location, ainsi que l'intégration de logements sociaux et de logements pour les seniors et les jeunes. Un habitat innovant et soutenable, en poursuivant le développement d'opérations durables et labellisées, type BPOS, BBC, en encourageant l'efficacité énergétique, l'économie et la production d'énergie, en permettant la réalisation de programmes innovants et originaux du point de vue technique et architectural, en favorisant la biodiversité par l'instauration d'un coefficient de biotope de surface, en travaillant sur la démarche BIMPI, construire dans son jardin, dans le respect de son voisinage. Un habitat connecté aux technologies ouvertes sur la commune au jour de la livraison et notamment à la fibre, la télévision bien sûr, en veillant à ce que les constructions futures soient immédiatement raccordables aux équipements publics de la commune, en les rendant accessibles notamment par le biais des modes de transport doux, à l'offre de transport en commun
et de moyens alternatifs comme les stations d'écomobilité qui se développent ou qui seront à développer en parallèle. Pas de questions ? Troisième point, préserver l'identité de chaque quartier. La commune a su maintenir un centre traditionnel avec ses usages, avec quelques éléments architecturaux anciens. Son évolution urbaine successive s'est faite dans le cadre d'opérations d'ensemble, développant ainsi des quartiers aux identités distinctes. La commune souhaite donc maintenir cet équilibre pour continuer à offrir un cadre de vie diversifié à ses habitants. Ses objectifs sont maintenir les usages d'habiter de ces quartiers d'habitation et la mixité fonctionnelle de ces centralités, préserver et protéger le centre historique de la mairie et de l'église, favoriser la mixité fonctionnelle sur toute la route de la ferme du pavillon, maintenir l'identité du tissu pavillonnaire, y favoriser l'innovation et permettre l'évolution naturelle des habitations présentes, permettre l'amélioration des habitations existantes, annexes, extensions, etc., dans le bois de Chény, mais pas de nouvelles habitations indépendantes. Permettre l'amélioration des habitations existantes, annexes, extensions, tout en maintenant les équilibres en présence et le respect ou une amélioration du coefficient de biotope par surface de la parcelle. Prendre en compte les densités de logements pour définir les potentialités d'évolution du tissu urbain et bâti existant. Définir une composition urbaine qui s'inscrit dans la continuité du tissu urbain existant et permet de créer du lien entre anciens et nouveaux quartiers. Conserver ou accroître toutes les zones N et A existantes, même hors PPE-ANP. Je continue. Donc on a matérialisé sur un petit schéma illustratif. Donc ici, c'est précisément ici, donc c'est l'extension de la zone agricole. La mixité qu'on va organiser sur toute cette zone-là et la préservation donc, de la zone N qui est proposée donc, en rupture d'urbanisation entre le village et la petite Jonchère. Nous passons à la deuxième orientation. Définir les modalités du développement de toutes les sphères économiques de la commune. Le territoire de Chanteloup-en-Brie a connu un développement économique parallèle à sa croissance démographique et l'on retrouve aujourd'hui toutes les sphères de l'économie. Commerce et services de proximité, activités artisanales mais aussi industrielles, commerce de gros, logistique sont notamment présentes sur 2 zones d'activité économique, ainsi que le secteur agricole avec notamment la cueillette, la bioferme et à venir le cœur agro-urbain dont une petite partie est sur Chanteloup-en-Brie. Premier point, prendre pleinement en compte l'agriculture dans le cadre du projet communal. Le développement urbain s'est majoritairement fait sur des espaces agricoles, céréaliers. La communauté d'agglomération et la commune ont mis en œuvre différents outils afin que l'activité agricole soit pérennisée et économiquement viable. Aussi, il est prévu de convertir des zones AU en zone A, en privilégiant la mixité urbaine du Clos du Chêne et de son extension. Permettre le développement de l'activité maraîchère ou de l'agroforesterie en bordure des zones urbanisées, réglementer les tunnels de stockage et serres de production, faciliter les déplacements doux entre la ferme de la Cueillette, du Plessis et l'ensemble des quartiers de la commune, prendre en compte les circulations des engins agricoles dans le cadre du développement et des divers aménagements. Deuxième point, pérenniser le commerce en centre-bourg. Les opérations immobilières du centre de Chanteloup-en-Brie se sont réalisées afin de créer une centralité commerciale avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Ces locaux sont occupés et offrent aux habitants tout un panel de commerces et services locaux. La commune souhaite que cette offre commerciale et de services soit maintenue. Il s'agit donc de faciliter les déplacements, notamment les modes doux entre les secteurs d'habitat, la centralité commerciale de la commune, ainsi que les stationnements desservant les commerces.
Conserver la vocation commerciale des rez-de-chaussée, veiller à pérenniser le commerce de centre-bourg par une offre adaptée de manière complémentaire avec la zone commerciale du Clos du Chêne, créer un lien entre le centre et la zone commerciale, notamment au niveau de la route de la ferme du Pavillon. Troisième point, définir un développement commercial complémentaire de l'offre en place dans la ZAC du Chêne Saint-Fiacre. L'aménagement de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre a pour objectif principal la création de logements. Les commerces y sont, comme dans le centre, un complément normal et utile à la population. Cette mixité fonctionnelle est bien présente et il s'agit maintenant de réfléchir au devenir des cellules commerciales existantes, d'œuvrer pour une complémentarité commerciale avec le centre-bourg dans le cadre de nouveaux aménagements commerciaux, consolider l'offre hôtelière et de restauration dans le cadre de l'aménagement des nouveaux quartiers. Quatrième point, poursuivre le développement des activités économiques. L'aménagement de la ZAE des Gassets, enfin du Gasset d'ailleurs, il va falloir que je reprenne, excusez-moi, a permis à la commune d'accueillir de nombreuses entreprises locales et génère de l'emploi sur la commune. De plus, l'aménagement de la ZAE du Clos du Chêne a permis d'amener à Chanteloup-en-Brie une offre commerciale intéressante avec de grandes enseignes de distribution, des services et de la restauration. Elle a permis également au nord de la RD 231, la route de Provins, d'accueillir des activités industrielles et logistiques qui profitent d'une facilité d'accès aux axes de circulation franciliens. Ce sont aujourd'hui encore 6 hectares qui peuvent être mobilisés dans le cadre du présent PLU. Au vu de ces éléments, les objectifs poursuivis sont développer les activités commerciales de qualité et permettre la mixité urbaine dans la partie déjà occupée par de la ZAE du Clos du Chêne en favorisant la désimperméabilisation des sols. Développer l'activité économique de la ZAE des Gassets en favorisant la reconversion des bâtiments existants. Prendre en compte les déplacements dans le cadre du développement des secteurs à mobiliser. Définir un développement économique à moyen terme sur les derniers terrains mobilisables de la ZAC. Poursuivre le développement économique et commercial dans la ZACOM. Mettre en avant la vocation dominante de chaque zone. Cinquième point, valoriser Fontenelle et développer ses activités. Permettre donc le développement utile de l'activité de l'EPA, qui est également sur la zone des Fontenelles, et donc permettre, comme je vous l'indiquais précédemment, donc la réalisation d'un hôtel dans le château de Fontenelle et d'hébergements touristiques, ainsi que les constructions des aménagements et installations liés à l'hôtellerie dans le parc. Oui. C'est la zone d'activité commerciale. Voilà, c'est pour différencier une zone qui est plus prépondérante industrielle, une autre plus logistique et de commerce de véhicules notamment, et une zone plus artisanale qui est la ZAC des Gassets. Et donc pour finir dans le point 5, valoriser Fontenelle et ses développements et développer ses activités, bien sûr, veiller au respect des couloirs écologiques, trame verte, bleu et noir, dans le respect du principe ERC, qui est le principe donc éviter, réduire et compenser pour le développement donc, de ces activités. Troisième grande orientation, poursuivre la valorisation du cadre de vie des habitants. En tendant vers une centralité à Chanteloup-en-Brie, le diagnostic fait ressortir des centralités à Chanteloup-en-Brie malgré une bonne agglomération du tissu urbain. Avec une belle densité de commerces, d'équipements publics et de services, il s'agit d'unifier ces centralités et notamment de continuer de mettre en valeur les déplacements doux entre les différents équipements centraux et les zones d'habitat, de préserver la fonction commerciale des rez-de-chaussée des activités, de permettre une amélioration de l'offre d'équipements publics
de favoriser l'implantation des services en centre-ville, de favoriser l'implantation de commerces, services, bureaux, route de la ferme du Pavillon. Deuxième axe, favoriser et valoriser les équipements publics de proximité. La commune détient une offre d'équipements publics solide. Il est important de maintenir cette offre et de l'adapter en fonction de la croissance démographique, des projets intercommunaux et des attentes des habitants. Aussi, il s'agit de faciliter l'extension ou l'adaptation sur site des équipements publics. Réfléchir à l'implantation d'équipements complémentaires dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre. Faciliter les déplacements doux, sécurisés, entre les zones d'habitat et les équipements publics. Favoriser la mise en place des réseaux de nouvelles technologies d'information et de communication. Adapter la capacité des réseaux d'eau potable, bien sûr, et de l'assainissement collectif. Troisième axe, optimiser les déplacements intra- et extra-communaux. De nombreux modes de déplacement sont présents à Chanteloup-en-Brie avec des aménagements permettant un déplacement véhiculé, piéton comme collectif. De manière habituelle, on oublie la période actuelle. La commune souhaite naturellement prolonger sa réflexion sur l'ensemble de ces modes de déplacement afin de garantir la multimodalité du territoire et son insertion dans le maillage intercommunal. Maintenir une facilité de déplacement doux entre les axes existants et les cheminements dédiés, mais aussi intégrer pleinement ces déplacements au secteur de développement de l'habitat. Relier les axes principaux au réseau de mobilité douce, existant principalement en périphérie, en vallée de la Gondoire, à Bussy-Saint-Georges, route de Provins. Favoriser les zones de rencontre au sein des quartiers pavillonnaires et centralités commerciales. Définir un plan de circulation favorisant l'accès aux centralités commerciales. Sécuriser la traversée de la route de Provins, la RD 231. Favoriser la mise en œuvre des projets d'aménagement d'itinéraires de mobilité douce à travers le Bocchini. Concernant les déplacements collectifs, l'offre urbaine de qualité devra être maintenue, elle devra être complétée dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre. Faciliter l'accès des usagers aux points d'arrêt de bus, notamment en créant des perméabilités dans les zones d'habitation et de commerce, en veillant à mettre en place des trottoirs larges et confortables et des arrêts de bus accessibles au PMR. La mise en place de stations d'écomobilité dans le cadre intercommunal sera intégrée aux réflexions de développement de la commune. Positionner les stations d'écomobilité stratégiquement par rapport à leur potentiel d'utilisation. À l'instar des premières tranches de la ZAC du Chêne Saint-Fiacre, un maillage hiérarchisé de voies sera créé dans le cadre de l'aménagement futur de la ZAC. Finaliser le maillage des voiries dans le cadre de l'aménagement du reste de la ZAC en évitant au maximum les impasses. Concernant le stationnement, toute opération d'aménagement sera accompagnée d'une offre de stationnement adaptée. Quatrième grande orientation, sauf si bien sûr vous souhaitez poser des questions déjà sur les points qu'on a déjà vus. Préserver la ruralité du territoire. Protéger les espaces naturels constitutifs de la trame verte, bleue et noire. Le territoire communal s'est rapidement urbanisé, les espaces naturels subsistent sur les pourtours de la commune, avec les espaces boisés et la vallée de la Gondoire. La commune souhaite donc que ces éléments soient protégés en complément de la protection au titre du PPEANNP. Au titre de la trame verte, les éléments principaux à protéger dans le cadre du PLU sont le Bocchini, espace boisé d'importance au nord de la commune. Cette protection passera par un maintien effectif des boisements ainsi qu'une interdiction de construire de nouvelles habitations, les extensions restant possibles mais limitées. Le bois de Fontenelle, espace boisé d'importance au sud-est de la commune, dont le développement hôtelier du site sera vertueux et respectueux du principe ERC. L'alignement de platanes le long de l'allée de Fontenelle,
Également les petits bosquets et bois présents dans la vallée de la Gondoire. La ripisylve, excusez-moi, de la Gondoire, peu présente sur le territoire communal. Dans une moindre mesure, les espaces agricoles au sud-ouest et au nord du territoire. Conserver une coupure verte dans l'urbanisation des dernières tranches de la ZAC et favoriser la végétalisation des toits plats et terrasses inaccessibles, l'imposer en cas de vue, notamment. Au titre de la trame bleue, veiller à la restauration et l'entretien des ruisseaux favorables à la biodiversité, favoriser une agriculture respectueuse de la biodiversité aux abords des ruisseaux, privilégier la rétention et le stockage des eaux de pluie favorables à l'évapotranspiration et l'absorption par les sols. Au titre de la trame noire, co-construire une stratégie lumière cohérente avec les parties prenantes du territoire, adapter la temporalité de l'éclairage aux besoins réels, privilégier les couleurs de lumière les moins impactantes pour la biodiversité, supprimer les émissions de lumière en direction du ciel et limiter la puissance et l'intensité de la lumière émise. Deuxième axe, préserver et valoriser l'identité paysagère de la commune. La commune s'est développée de manière rapide depuis quelques décennies, mais a su maintenir des éléments forts de son identité paysagère. La commune souhaite poursuivre la préservation et la valorisation de son identité paysagère, la protection du Bocchini et de ses lisières, la valorisation du parc de Fontenelle, la valorisation et la protection des franges du plateau urbanisé, en limitant notamment la publicité invasive le long des axes grâce à la mise en œuvre d'un règlement local de publicité, en valorisant le bassin paysager existant et en conservant une transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels. La valorisation paysagère et urbaine des entrées de ville, en préservant l'identité rurale de l'entrée de ville sud de la commune par la RD5, en continuant d'aménager de manière qualitative la ZAC, notamment autour de la RD 231, en veillant à l'implantation de bâtiments et d'aménagements qualitatifs en entrée de ville, et la protection de la trame bleue communale et la valorisation des vues, notamment sur la vallée de la Gondoire. Voilà, donc on a fini pour la lecture du projet d'aménagement et de développement durable. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires et qu'on puisse échanger sur ce projet d'aménagement, sur les orientations de ce projet d'aménagement. Il faut savoir que le PADD qui vous est présenté n'est pas définitif. Bien sûr, il va être attentivement vu par de nombreuses personnes. Les personnes publiques aussi pourront faire des remarques et donc il pourra être modifié jusqu'à ce qu'il soit arrêté dans le PLU. Voilà, je vous remercie pour votre attention parce que c'était quand même... Oui. C'est dans les règlements, mais encore, je ne savais même pas si les zones comestibles seront ciblées. C'est du détail. Encore une fois, j'abonde dans le sens de M. Direz. Je reformule, c'est un document qui est très 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 général, qui fixe des grandes orientations. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout début de présentation, il était dit que ce n'est pas un document sur lequel on peut s'appuyer pour déposer ou refuser un permis de construire, par exemple. C'est pas dans ce document qu'on annonce les règlements de zone, c'est pas dans ce document qu'on annonce dans le détail les façons d'atteindre les objectifs que l'on fixe. Là, le débat que l'on a aujourd'hui, c'est un débat qui est général. Par exemple, quelqu'un pourrait très bien intervenir en disant « mais voilà, dans votre plan, vous n'avez rien prévu pour que la population atteigne 10 000 habitants. » Voilà. Et là, on répondrait « non, il n'est pas du tout dans nos orientations, nos objectifs d'avoir 10 000 habitants à Chanteloup. » C'est ce genre de discussion. Là, on ne rentre pas dans le détail des documents d'urbanisme qui découleront de ces orientations en général. En revanche, il y a des discussions très très intéressantes, un débat qu'on peut avoir sur la façon dont on va organiser la mobilité douce, mais ça reste dans un cadre qui est général. Donc l'allusion que tu faisais au côté comestible, c'est vraiment, ça n'a pas du tout sa place ici. Ça, c'est une action politique, une action de développement de la ville
se tient hors du cadre des documents d'urbanisme. C'est de l'aménagement paysager de la ville, donc il n'y a pas de cadre juridique strict pour le mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Athéba. Oui, alors mes collègues ont assisté à la commission urbanisme, mais du retour que j'en ai, c'est quand même que vous avez repris les éléments du SCOT, voilà, donc après dans les généralités. Après oui, quelles sont effectivement vos orientations justement pour rejoindre votre collègue sur, alors on passe sur les aspects qu'il a définis, mais bon, sur effectivement les aspects de liaison douce, vos envies, tout ce qui est des arborescences d'entrée de ville, la qualité, parce que vous défendez pleinement la qualité de vie. Et puis je constate que vous avez quand même des constructions de un peu plus de R+2 qui vont être prévues, donc voilà, comment aménager tout ceci. Vous défendez un Chanteloup qui doit rester une petite ville agréable. Je crains fortement, quand j'ai vu certains de vos propositions, de présentations dans les précédents documents, que certains secteurs soient peut-être un peu plus compacts au niveau de la population. Voilà, c'est juste une observation, notamment au niveau de la pharmacie, par exemple, enfin dans le secteur près de la cueillette, pardon, excusez-moi. Alors effectivement, c'est bien vu. Une grande partie de ce qui motive la mise à jour du PADD, c'est de le rendre compatible avec les documents d'urbanisme supérieurs qui ont évolué depuis la version sur laquelle vous avez travaillé précédemment, et notamment le SCOT. Donc ça, c'est une chose. En revanche, les orientations, c'est pour ça que le PADD que M. Dirès vous soumet ce soir ressemble quand même bigrement à celui qui était présenté dans la première version de la révision du PLU, avec quand même des nuances notables. C'est que ce qui nous distingue dans les orientations que l'on fixe aujourd'hui par rapport à ce qui avait été fait précédemment, c'est la volonté de sauver autant que possible les terres agricoles et les espaces naturels. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce que nous souhaitons faire. Ensuite, la volonté de rester une petite ville, de toute façon, Chanteloup est une ville, ça c'est clair. Nous, ce que nous avions toujours dit, même avant d'être aux affaires, c'est que le problème de Chanteloup, c'était pas tellement d'être ni un village ni une ville, c'était d'être une ville équipée comme un village. Donc nous, notre préoccupation, c'est de fixer des orientations et avoir une politique urbanistique qui fait que, à la limite, quel que soit le niveau de population auquel finira Chanteloup, il y a une adéquation entre la population et les moyens que cette population a de vivre à Chanteloup et de se déplacer. Dernier point, et après je vous redonne la parole, vous parliez de la densification des quartiers au niveau de la ZAC, bien évidemment. C'est comme ça que ça a été conçu dès le départ. On ne peut pas revenir dessus. La ZAC, il n'a jamais été question d'en faire une zone pavillonnaire, si vous voulez. Mais là, ce qui est important, je ne sais pas si vous l'avez bien noté dans la présentation, c'est qu'il y a la volonté très forte de préserver le cœur de Chanteloup en tant que village. C'est-à-dire que les endroits où la population est peu dense, où le bâti est, je ne veux pas dire de qualité, parce que je ne veux pas dire que le neuf n'est pas de qualité, mais en tout cas a une certaine valeur historique ou patrimoniale, disons, on met le paquet pour protéger ces secteurs-là, en sachant que Chanteloup, à terme, ce sera une ville équilibrée avec des quartiers plutôt urbains et d'autres plutôt villageois, et même certains endroits plutôt ruraux. Voilà. Je vous donne la parole. Alors, deux questions. La première sur les aménagements de public, enfin je veux dire, on nous a reproché, ce qu'on a tout à fait entendu, ce que j'entends encore, et c'est tout à fait légitime, de manquer de salles pour certaines manifestations, de manquer de salles de sport. Il me semble qu'à une époque, il y avait un souci avec le dojo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qu'en est-il de cette idée de peut-être mettre un peu plus d'équipements sportifs? Et je termine, il y a un endroit, je crois, à côté sous le garage Renault, qui était prévu à des constructions, enfin l'urbanisme, voilà, qui maintenant est supprimé, ce qui est un peu dommage pour les habitants. On avait proposé quelque chose qui puisse vendre leur terrain et autres. Je trouve que c'est un peu regrettable parce que c'était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Pierrette, allez vous m'arrêter, c'était des zones pavillonnaires, quelques pavillons, ce qui est aussi, puisqu'on défend les petits pavillons dans Chanteloup, ce qui aurait donné aussi quelque chose de sympathique à l'entrée de village, voilà, de la ville, pardon. Très bien. Alors, deux très bonnes questions. La première, en ce qui concerne les... Alors, je confirme très bien ce que vous dites. La commune est quand même en manque
de salles pour le tissu associatif, pour le sport. Vous n'étiez peut-être pas là, mais quand on a présenté le plan guide, et d'ailleurs je suis prêt à vous le représenter hein, si vous voulez qu'on refasse une réunion à ce sujet, le plan guide de la ZAC. La logique d'une ZAC, en fait, c'est de permettre à un aménageur de construire ce qu'il a besoin de construire, c'est-à-dire des logements, en échange de quoi il aménage la zone avec des équipements au profit de la commune. Voilà. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Nous, lorsqu'on a repris les affaires, on a entamé une discussion avec EPAMAR et on leur a expliqué que quand même, vu tout ce qui avait été depuis l'origine de la ZAC construit, on parle de centaines de millions d'euros de bâtiments industriels, de logements, etc., qu'est-ce qui a été obtenu en face de ça? Le square des Frères Guidez. C'est un petit peu juste. Parce que les groupes scolaires, le Cantou, excusez-moi, mais le Cantou, quand un aménageur vous met 2000 personnes à un endroit, c'est la moindre des choses de mettre une école. Ça, pour moi, ça compte pas dans l'équipement. Ce qui est important, c'est le par-dessus le marché. Oui, mais pour les Amars, oui. Oui, bien sûr. Mais il faut être capable de négocier des choses par-dessus le marché. D'accord? Donc, pour répondre précisément à la question de M. Ateba, oui, il y aura dans ce qui reste aménagé de la ZAC un équipement public d'environ 1000 m² qui sera réparti en différentes salles d'environ 150 à 200 m², dans lequel il y aura un petit dojo, une petite salle de danse. On va essayer de relocaliser la petite bibliothèque dans ce quartier-là pour qu'enfin il y ait des ateliers pour que les activités culturelles liées à la lecture puissent se tenir convenablement. Et il y aura aussi une galerie d'exposition avec 2 ateliers vraisemblablement pour des résidences d'artistes et qui donnera sur un petit jardin à l'intérieur. Donc ce sera l'équipement, on va dire, qui sera annexé à ce qui reste d'aménager à aménager dans la ZAC. Plus au nord, au niveau ce qui sera le sud du Clos du Chêne, du coup, un city, alors j'ai du mal avec les anglicismes, hein, donc un petit zone de sport, alors on ne sait pas encore quoi, ça fera l'objet d'une consultation publique. Est-ce que ce seront des terrains de badminton, est-ce que ce sera un petit skatepark, est-ce que ça faisait partie de notre projet, ça reste à déterminer. Il y aura aussi un équipement sportif ouvert, hein, de telle sorte qu'il y ait un rééquilibrage au sein de la commune, parce qu'aujourd'hui le centre de gravité, c'est la halle. Tous les jeunes viennent ici pour y faire du basket, etc. C'est super sympathique, mais ça va être un petit peu étroit hein, lorsque la commune... Là, déjà, puis en plus, il y a une grande partie de la population qui se trouve de l'autre côté de la ville. Donc il faut aussi un petit peu rééquilibrer les aménités, de telle sorte que tous les quartiers aient, à distance de marche, en tout cas, de quoi se divertir et se réunir. Donc ça, c'est pour répondre à la partie équipement. En ce qui concerne la zone N, donc au sud du garage Lucas, que nous laissons en zone N, hein, alors que dans le projet initial, il était question de l'urbaniser avec, de mémoire, si c'était 7 ou 8 pavillons. C'est un petit programme comme ça. Alors oui, ça on l'assume complètement. Ça, c'est un choix politique qui est d'ailleurs conforme à ce que l'État souhaite. Hein. Ça, s'il y a bien quelque chose que je soutiens complètement dans les orientations de l'État et du gouvernement, j'ai pas honte de le dire, c'est bien la volonté de ne plus artificialiser les sols pour y construire des secteurs pavillonnaires. Non seulement... C'est pas dans la ZAC, ça, hein, ces terrains-là. Oui, je sais, mais là on parle... C'est privé. Mais Madame Minier, on n'a pas une approche contrainte de l'urbanisme. Là, il n'y a pas que la ZAC. À Chanteloup, il y a deux Chanteloup. Il y a le Chanteloup de la ZAC et il y a le Chanteloup hors ZAC. Bon, nous ne sommes pas schizophrènes. Nous avons une politique, une philosophie d'urbanisme qui s'applique à la fois à la ZAC, dans un autre contexte juridique et de négociation, et qui s'applique hors ZAC. Et que ce soit hors ZAC ou dans ZAC, notre volonté à tous, hein, c'est de préserver ce qui est encore sauvable d'espaces naturels et d'espaces agricoles. Donc c'est dans cette optique que nous laisserons cette zone dans la zone N. Sauf quand il s'agit de Fontenelle. Parce que dans Fontenelle, il y a un enjeu quand même qui est très important, c'est celui du château et du parc. Si cette zone N ne peut pas vivre par elle-même, hein, elle va être détruite. Il n'y a plus de cheminées. Vous savez, il n'y a plus de cheminées dans le château de Fontenelle. Elles ont toutes été pillées par les gens du voyage. Vous voyez ce qui se passe dans le manoir à la sortie de Ligny-sur-Marne. Quand il ne brûle pas, il est squatté. Donc il faut savoir ce que l'on veut. C'est pas la même chose de mettre en valeur du patrimoine historique, hein, et de faire sortir 5000 mètres carrés d'une zone N pour y mettre 8 pavillons. 8 pavillons, on n'en a pas besoin. Ça n'apporte rien à la commune. D'accord ? Alors que le château de Fontenelle, c'est quelque chose dont tout le monde a profité. Donc on ne peut pas opposer, hein, les deux. Et pourquoi vous urbanisez alors le terrain qu'on avait réservé pour du sport ?
Vous faites une petite salle, là, 150, 120. Je viens de dire 1000 mètres carrés avec un jardin intérieur. Et en À plus, côté de ça, il n'y aura pas d'immeuble de R+2. et Madame Munier, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Je viens d'expliquer qu'il faut avoir une approche équilibrée, de telle sorte à pouvoir extraire du bilan de la ZAC le maximum de ressources pour financer des équipements. Non, mais Vous voulez prendre le micro peut-être pour qu'on vous entende? Il faut être logique. Je crois que justement c'est notre grande force, c'est d'avoir une approche de l'urbanisme logique. Il ne faut pas dire une chose pour une zone et puis son contraire quand il s'agit d'une autre zone, sans raison particulière. Alors les raisons, je viens de vous les donner. Je viens de vous les donner. L'entrée de ville, ça aurait été une belle entrée de ville avec quelques pavillons. Là, qu'est-ce que ça va rester sauvage? Ça va rester comment cette zone? C'est privé, donc vous allez imposer quoi? Ah mais c'est pas une question de privé ou pas privé. Le zonage du PLU donne des droits. Le PLU donne des droits à construire ou ne les donne pas. D'accord? Oui, d'où la révision que vous avez faite. Bien sûr. Totalement, oui. Ok. Oui, mais pour que ce soit une belle entrée de ville, vous allez imposer quelque chose. Ah mais l'entrée de ville, on a des plans pour l'entrée de ville bien évidemment, mais cette zone-là restera en zone naturelle parce que c'est un petit verrou qui permet de relier les grandes plaines agricoles protégées dans le PPENP et les plaines agricoles actives de Chanteloup-en-Brie. Je comprends que ce n'est pas votre option d'urbanisme puisque vous aviez d'autres projets pour cette zone, mais c'est le nôtre. Ok. Dernier point sur le bois de Chigny. Vous avez, enfin j'ai peut-être pas tout saisi, hein, je m'excuse. Vous parliez de, Monsieur Lirez, reprenez-moi si j'ai de bêtises, mais par rapport à les extensions des propriétés. J'ai pas de bêtises? Oui, c'est bien ça. C'est ça. Dans le bois de Chigny. C'est déjà une prescription qui existe. Hein. Il Oui. faut savoir que les maisons construites, le bâti construit a le droit à une extension. Tout à fait. On reste sur cette optique. Mais il y a quand même actuellement, je crois, des propriétaires qui agrandissent leur propriété sans respecter la réglementation, sans droit de permis et autres. Et ça, c'est quand même quelque chose qui dégrade l'environnement, et notamment le bois de Chigny qui est quand même parfois dégradés par des individus qui ne respectent pas, qui, au niveau de l'hygiène, la propreté, salissent, dégradent un bien quand même qui est quand même un poumon vert de notre secteur. Donc voilà, quelles sont vos interventions là-dessus? Alors on est vraiment là sur la même longueur d'onde. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre et c'est aujourd'hui par exemple que l'un de ces propriétaires indélicats passe au tribunal correctionnel pour se voir signifier, je l'espère, on attendra lundi mardi pour voir le résultat du jugement, la remise en état d'un terrain qui avait été urbanisé sans document d'urbanisme. Il y en a un deuxième qui vient de faire l'objet d'un procès verbal pour une coupe de bois classé sans autorisation. Oui. Donc on a vraiment pris... C'est des sujets qui sont très compliqués parce que c'est des enjeux importants aussi pour les contravenants, mais que nous prenons à bras le corps et pour l'instant nous instruisons systématiquement toutes les infractions au code de l'urbanisme dans le bois de Chigny. Juste une question, les extensions, vous les limitez à tant de mètres carrés ou pas? Alors là encore, on est sur le PADD, donc on dit que le principe c'est qu'on ne construit pas de nouveaux bâtiments, on reste sur le schéma existant plus extension. La taille, la forme, les conditions d'extension, ça fera l'objet du règlement de PLU, qui là sera discuté dans le cadre de la révision du PLU. Pour l'instant, le PADD ne s'exprime pas sur cette granulité, sur ce niveau de détail, si vous voulez. Il y aura une réunion ouverte au public? Mais bien entendu. Vous avez arrêté une date ou pas? Non, non, pas encore. Merci pour ces interventions. Il y en a d'autres. C'est un débat qui est très intéressant. Monsieur Bouchama. Moi, je voudrais juste apporter une petite... Attendez juste d'avoir le micro, qu'on vous entende bien. Je voudrais juste apporter une toute petite correction quand vous disiez que l'extension de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre était prévue. Non, la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, avec son développement, se finissait avec le projet Terre Crue. Et nous, on mettait un petit frein et on repoussait. Donc l'urbanisation dont vous parliez, nous, c'était repoussé à plus tard. C'est tout. Alors, c'est pas du tout conforme aux documents que nous avons trouvés en arrivant, et d'ailleurs même pas conforme aux documents que vous aviez présentés à la réunion publique de fin 2018 de mémoire, puisqu'on voyait très bien que toutes les terres au nord de la Cueillette étaient recouvertes de bleu et de orange, c'est-à-dire des bâtiments commerciaux ou d'activités. C'était les propositions
proposition de l'EPAMAR, mais... Proposition de l'EPAMAR. L'EPAMAR n'a pas... Ouais, mais là c'était votre PLU, hein, c'est pas EPAMAR qui... Là c'est peut-être aussi une différence culturelle qu'on a, c'est que nous on est très contents de traiter EPAMAR avec tous ces gens-là. En revanche, on prend à bras le corps et on prend nos responsabilités et on va dans une direction que nous choisissons. Non, mais il y avait de l'urbanisation aussi, hein. Il n'y avait pas que de l'activité dans la partie... Donc merci Madame Munier d'aller dans mon sens. Donc oui, Monsieur Péchira, c'était pas vraiment arrêté, hein. C'est un petit peu exagéré de dire ça, hein. Et je pense que c'est quand même quelque chose au final, même si nous aurons des désaccords peut-être sur les choix architecturaux, options, qu'on pourra quand même nous reconnaître, c'est d'avoir sauvé 3 ou 4 hectares de terres agricoles. Et je pense que c'est important pour l'image et la qualité de vie de notre ville. Je parle en face de l'hôtel. Hein. Aujourd'hui, il y avait de l'organisation, c'est... Ah bah là, quand on est arrivé, les trois grands programmes qui ont été livrés ou sont en cours de livraison ou en phase de dépôt de PC, c'est des programmes qui ont été lancés par vous. Donc. Oui, bien sûr, je vous parle, c'est-à-dire du projet Terre Crue, bien entendu. Ah, c'est particulier, ça. Oui. Précis. D'autres interventions? Non? Je vais vous passer le micro pour qu'on vous entende après à l'enregistrement. Moi j'ai une question, c'est par rapport vu qu'on n'a pas un PLU arrêté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au niveau des PC qui vont être présentés à la mairie? Alors là encore, c'est pas tellement une question de PADD, mais on va y répondre parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, on a un PLU, d'accord? Donc les PC les demandes de PC sont instruites au regard du PLU actuel. Là, on est lancé dans une révision complète du PLU, d'accord? Qui va prendre un certain temps puisqu'il y a une étude environnementale, il y a des consultations, etc. Mais il faut savoir que lorsque on entame une révision profonde du PLU, on n'est pas privé de faire des modifications mineures entre-temps. Et ça, c'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Il y a des points de règlement de PLU qui aujourd'hui posent problème, d'accord? Il n'est pas interdit, en cours de révision du PLU, de faire des modifications mineures de l'existant. Voilà. Donc c'est l'option que nous allons prendre. On lance tout de suite le chantier de la révision du PLU, une grande révision, dirons-nous, et vraisemblablement, il y aura des points d'étape où nous ferons des modifications mineures, hein, pour des points qui sont bloquants sur des éléments, effectivement, des éléments qui peuvent empêcher, ou pas tellement empêcher, mais il y a des éléments joués dans le PLU qui nous obligent à accorder des PC, alors que c'est contraire un petit peu aux objectifs, aux grands objectifs que nous souhaitons atteindre. Donc il y aura des révisions mineures, hein, en cours de procédure. Pour répondre, on a bien un PLU à Château-en-Brie. Ce PLU, à l'origine, c'est un PLU qui date du 4 décembre 2004. Et on a eu déjà 2 modifications en date du 19 septembre 2008. Et la dernière, une modification simplifiée, qui a été pratiquée le 2 décembre 2016. Voilà. Et pour mémoire, la prescription de révision du PLU, elle était de 2014. Donc il y avait la révision qui était lancée, et il y a bien eu une modification simplifiée qui a été faite entre-temps. Voilà. Ça fait partie des outils qu'on se propose de mettre en œuvre. Si j'ai bien compris, la révision du PLU ne suspend pas le PLU existant. Ah non, bien sûr. Je vois à quoi tu penses, enfin à quoi vous pensez. En fait, il y a ce qu'on appelle la suspension. Enfin, il y a moyen, lorsqu'un PLU est très avancé, avec des objectifs très clairs, de statuer, voilà, de suspendre, de surseoir à statuer, lorsqu'un PC vous est présenté qui ou bien rompt l'économie générale du PLU en cours, ou va contre ses objectifs. Mais c'est une pratique, c'est très très difficile à mettre en œuvre, parce qu'il faut d'abord que le projet de révision de PLU soit très 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 bien avancé, et qu'il y ait quand même une enveloppe temporelle qui soit assez réduite. Là aujourd'hui on n'est pas du tout dans cette situation. Il n'est pas dit que vers la fin de la procédure de révision, on n'ait pas ce genre de situation. Aujourd'hui on ne pourrait pas bloquer un PC parce qu'il n'est pas conforme à nos grandes orientations. C'est ce qu'on vient de dire en introduction. Le PADD par lui-même ne permet pas
de surseoir à statuer sur des PC qui seraient contraires à ce que l'on souhaite faire. Donc aujourd'hui, c'est l'empire du PLU actuel de 2004, avec ses révisions, ses modifications mineures, qui s'appliquent. D'autres questions? Bon, bah, écoutez, donc le conseil municipal prend acte de la tenue du débat. Nous allons maintenant procéder, nous allons mettre au vote la validation des orientations qui vous ont été présentées. Une validation qui sera éclairée puisque elle se tient après un débat et des échanges de qualité. Donc, qui serait contre les objectifs? Qui s'abstiendrait? Qui serait pour? Merci. Donc voilà pour les points de l'ordre du jour relatifs à l'urbanisme. On enchaîne, point 10, modification du tableau des emplois. Donc là, il s'agit de la création d'un poste d'adjoint administratif territorial. Il ne s'agit pas d'une création de... Enfin, si, c'est une création de poste, bien évidemment, mais c'est pour permettre le retour de notre collectivité d'un agent qui était en disponibilité et qui revient vers nous. Ce sera un agent qui sera mis à l'agence postale communale. Voilà. Donc, qui est contre la modification du tableau des emplois? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, là, on reprend une série de délibérations, mais sur le sujet de l'enfance. Encore un règlement intérieur. Donc, vous vous souvenez, l'année dernière fois, on a présenté le règlement intérieur. Vous n'aviez pas reçu la bonne version. Il y a eu une confusion, un couac. Je préfère qu'on remette au vote le règlement correct. Comme ça, on a le mérite de la clarté. Donc, vous en avez pris connaissance. Vous avez vu qu'il s'agit essentiellement de l'heure d'accueil du périscolaire. Voilà. Donc, qui serait contre? Excusez-moi, Ah, pardon. juste, voilà, effectivement, vous aviez fait des erreurs, voilà. Quitte à copier un document, autant le refaire sans faute, ce serait bien. Moi, j'ai une question sur le... Est-ce qu'il y a un PEDT et un plan mercredi qui est appliqué à Chanteloup depuis votre arrivée? Monsieur Cassares, êtes-vous capable de répondre à cette question? Plan éducatif de territoire, je précise pour les personnes qui ne savent pas. Non, il n'y a pas de souci. Le PEDT, nous avons conservé le même que vous aviez mis en place. Il n'est pas encore obsolète. D'accord. Donc du coup, moi je ne vois pas apparaître dans l'orientation du PEDT le nombre d'animateurs référents par rapport au nombre d'enfants, puisque un PEDT c'est 1 pour 14 ou 1 pour 18. Voilà, donc du coup j'ai juste sur cette petite correction à faire, il me semble. Ensuite, il y a des petites choses alors non, avant de repartir sur les horaires d'accueil, sur l'empage de l'article 1, vous avez switché du coup, je présume, enfin je pense que c'est un choix de votre part. Est-ce qu'il faut être... alors attendez, ce que j'ai marqué, est-ce qu'il faut être à jour de ces factures pour pouvoir bénéficier du centre de loisirs? Ça n'apparaît plus, donc voilà, c'est une question. L'accueil est-il uniquement que pour les enfants de Chanteloup ou ouvert à d'autres? Ça n'apparaît pas, donc voilà. Et les deux parents doivent-ils travailler ou non pour pouvoir bénéficier d'un accueil de loisirs? Parce que quitte à reprendre, autant reprendre, voilà, ou donner des explications là-dessus. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre dans le règlement intérieur tous les cas de figure. Comme par exemple, lorsque vous citez l'accueil des enfants hors commune, ça se fait par convention, donc il n'y a pas forcément besoin de le mettre dans le c'est le pouvoir discrétionnaire, du coup. Ça vaut le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou pas? C'est une décision, une convention. Il n'y a pas de réciprocité. Hein, y a-t-il une réciprocité avec les autres communes? Alors, il ne peut pas y avoir de réciprocité. Je vous explique pourquoi. Je fais ça. Il ne peut pas y avoir de réciprocité parce que, bien évidemment, nous le faisons avec des communes qui n'ont pas de service enfance. D'accord? Chanteloup, au Saint-Marc-des-Gondoires, c'est une ville, on va dire, moyenne. Nous bénéficions beaucoup du soutien des villes qui sont plus grandes que les nôtres, très régulièrement. Il me paraissait intéressant de développer de renvoyer l'ascenseur aux communes plus petites que les nôtres. Voilà. Donc ça, c'est une démarche un peu, on va dire, philosophique. Il y a quand même un intérêt pour la commune, c'est que notre service enfance était dimensionné pour l'accueil optimal d'un certain nombre d'enfants. Voilà, et nous étions largement en dessous.
Et vous avez bien compris que le service enfance, il y a des coûts fixes qui sont importants, essentiellement la masse salariale, et qu'on ne peut pas jouer là-dessus. On ne va pas réduire, on ne peut pas réduire le nombre d'animateurs ou réduire le format de notre accueil de loisirs. Donc si on veut se rapprocher à un équilibre économique, il est aussi de notre intérêt que l'accueil de loisirs soit le plus rempli possible, parce que ce sont aussi des recettes supplémentaires. Donc en fait, c'est un intérêt bien compris entre Chanteloup d'une part, qui fait tourner son service de loisirs de manière optimum, et les petites communes qui trouvent à Chanteloup des services qu'elles ne peuvent pas offrir elles-mêmes à leur population. Donc là, votre taux de fréquentation est à 100% du coup. On n'en était pas loin cet été, effectivement. Vous vous souvenez que l'année dernière, enfin l'année 2020, c'était une année qui était très 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 dure d'un point de vue des recettes. De toute façon, l'année 2020 a été monopolisée par le Covid, donc forcément... Mais c'est bien, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. On a eu un gros problème de recettes, hein, d'accord, et c'est très important pour la commune, parce que c'est un levier, c'est une source très importante de recettes pour Chanteloup-en-Brie. Donc il est tout à fait de la bonne gestion d'essayer d'optimiser au maximum ses services, hein, et en plus on fait je pense une bonne action et une action solidaire. Alors, mais j'ai quand même une question, ça m'interroge, ça m'interpelle. Je suis habitant d'une petite commune, on va dire Gouverne. Je peux peut-être venir, mais je suis un habitant de Bussy-Saint-Georges, je ne peux pas venir. Oui, donc parce qu'on estime quels sont les critères de cette... Alors, vous dites les petites communes, j'entends bien, mais quels sont alors, je vais être très pragmatique. J'habite à l'entrée de Bussy en sortant de Chanteloup. C'est plus proche. Je suis pragmatique, il n'y a pas du tout de piège. C'est plus proche peut-être d'aller à Chanteloup, puisqu'il y a une ouverture aux familles extérieures de Chanteloup, que d'aller peut-être à l'autre bout de Bussy. C'est une question pragmatique. Alors là encore, moi aussi j'ai une approche pragmatique, ça tombe bien. Bussy-Saint-Georges, c'est une ville de 20 000 habitants. C'est-à-dire que quand on accueille les enfants des autres communes, il faut bien faire attention que cet accueil, ces enfants supplémentaires, ne nous oblige pas à engager des ressources supplémentaires. Donc en ayant des conventions avec Javeline, Lèche ou Jossigny, on peut quand même piloter très facilement le nombre d'enfants qui viennent dans nos services. Si on passait une convention même réciproque avec Bussy, il y aurait quand même le risque important que beaucoup d'enfants viennent, et finalement ce seraient des conventions qui seraient très difficiles à mettre en œuvre. Ok, merci de la réponse. Par rapport aux les factures, du coup, faut-il être à jour de ces factures pour pouvoir bénéficier des accueils de loisirs? J'avais une question, parce que vous parliez des pertes de recettes, effectivement, qu'il y a eu. Si les familles ne sont pas à jour de la facture, vous allez avoir encore plus de pertes de recettes. Oui, non, mais c'est ce n'est pas marqué dans le règlement. C'est pas marqué dans le règlement, mais c'est notre pratique, et ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas de ce point dans le règlement. Il n'est pas dans le règlement, ou alors je... Et l'autre point que vous avez soulevé, c'était les deux parents doivent-ils travailler sur... C'est juste une question basique, après c'est un choix politique. Non, hein, donc non. D'accord. Donc, ok. Voilà pour ce point. Excusez-moi, je l'ai étudié à fond, donc j'ai des questions. J'avais une autre question que je vais trouver. Ah oui, pardon. Sur les horaires d'accueil, j'ai juste une question par rapport aux horaires d'accueil, puisque vous avez, je présume, mis en place depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, depuis le 2 septembre, ce règlement que nous allons appliquer, que vous allez appliquer. Quel est le taux de fréquentation entre 7h et 7h30 actuellement? Alors techniquement, on va dire qu'avant, on avait sur le cumul des deux structures entre... Je dirais au Cantou une quinzaine d'enfants et au Loupio à peine moins. Aujourd'hui, on est à une vingtaine d'enfants au Cantou et pratiquement une vingtaine également au Loupio en moyenne. Donc ça a augmenté de toute façon. Ma question n'est pas le nombre d'enfants. Alors je reformule, je me suis mal exprimé. C'est entre 7h et 7h30 le nombre d'arrivées d'enfants. C'était juste ce point-là. Je redéfends la fatigue des animateurs, le temps de travail des animateurs qui est compliqué, qu'on le veuille ou non. Ils se lèvent très tôt pour venir travailler, ils sont des journées à coupure, donc voilà, cette demi-heure parfois est toujours utile. Bon, après je respecte votre choix politique, il n'y a pas de souci, mais quel est le nombre d'enfants qui viennent entre 7h et 7h30 pour travailler dans une collectivité où on a des accueils divers et variés? Je peux vous assurer que quand on a 3 enfants à 8h, on est heureux. Alors oui, très bien. De toute façon, comme vous l'avez bien dit, c'est une décision politique, c'est un service que nous offrons à notre public. Et je peux vous dire clairement que, grosso modo, devant la grille, au Cantou, on a entre 3 et 5 enfants à 7 heures qui attendent l'ouverture et à pratiquement la même chose au Loupio, en moyenne.
Je ne sais pas si pour vous, entre 3 et 5 enfants qui attendent à 7 heures, ça vaut le coup de la fatigue de l'animateur. Pour nous, c'est un service qu'on rend au public et pour le coup, les retours des parents sont très positifs. Non, mais si après vous me dites on en a 20, on en a 50, et je serais ravi pour les finances de la commune, je le dis très clairement. Donc c'était juste une question sur ce point-là. Et enfin, alors là, monsieur Dupas, si vous me permettez, l'extension de la plage horaire pour l'accueil, c'est pas dans une démarche financière. Hein, c'est vraiment un service qu'on leur rend en famille, parce que ça ne rapporte pas d'argent supplémentaire. Je ne pense pas que des familles supplémentaires s'inscrivent au centre uniquement pour la possibilité de les mettre à 7 heures. Il y en a peut-être, mais en tout cas, c'est pas ça qui ferait vraiment une grosse différence en termes de déséquilibre généraux. C'est vraiment un service, on a consulté, c'est quelque chose qui revenait régulièrement, qui se pratiquait aussi dans les villes voisines et que nous avons souhaité mettre en place pour les usagers de ce service. Alors, dernier petit point, corrigez vos fautes d'orthographe, parce que sur le règlement, c'est bourré de fautes d'orthographe, s'il vous plaît. Je vous le dirai pas, mais il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Alors les parents derrière, voilà, c'est tout. Merci. Merci. Nous allons mettre au vote le règlement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, on passe à la délibération suivante. Sur celle que j'ai, le titre ne correspond pas à l'intérieur. Il s'agit de la délibération sur l'approbation du règlement intérieur du CLAGE. Alors, je ne sais pas si... C'est bon pour vous? Non, vous avez marqué vote des tarifs. Oui, c'est ça, hein, en double. D'accord, donc c'est bien le point 12 de l'ordre du jour. Donc, modification du règlement intérieur de l'accueil de mineurs de 11 à 16 ans. Entre parenthèses, dit le CLAGE. Donc le CLAGE, c'est une structure qui avait été mise en place précédemment, qui avait fermé à l'occasion de la crise sanitaire de la Covid, et que nous n'avions pas réouvert tout de suite, hein, en attendant l'arrivée du nouveau directeur du service enfance. On voulait qu'il nous présente un projet. Donc pour l'ouvrir, il fallait un règlement intérieur, enfin en tout cas une modification, donc qui vous a été soumis et que nous mettons au vote à présent. Avez-vous des remarques, monsieur? Oui, j'ai des remarques. Votre choix de 11-16 ans, 11-17, 11-18, c'est un choix, pourquoi 11-16 ans? Alors ça, c'est le directeur du service enfance qui fixe le cadre de son travail. J'ai une question. Pareil, le PEDT applicable dans ce cas-là aussi? Vous avez l'intention, il n'avait pas été mis en place, on peut le mettre en place aussi. Est-ce que vous aurez l'intention d'y travailler là-dessus? Alors là encore, je botte un petit peu en touche. On a la chance d'avoir un directeur du service enfance qui est très qualifié, qui a beaucoup d'expérience dans d'autres centres de loisirs, dans les grandes villes et des petites. Donc moi je fais confiance. Je pense qu'encore une fois, tout ça, ce sont de la matière un peu vivante. Tout ce qui est règlement intérieur, conditions, c'est quelque chose qui aussi a vocation à s'adapter en fonction des circonstances et puis aussi du retour d'expérience de ces structures lorsqu'elles sont lancées. Donc le règlement que je vous soumets, c'est un règlement qui a été établi par le service enfance, voilà, et que je soumets au vote tel quel. Après, bien évidemment, on n'est pas exclu de le reprendre, et je pense que c'est quelque chose que l'on fera de manière assez routinière, et pour l'ensemble des règlements intérieurs et des différents documents cadres qui organisent la vie de la commune, parce que les situations évoluent et on peut toujours s'adapter, hein, pour offrir un service tout usagers. Je vais terminer en 2 secondes. Vous avez repris effectivement les éléments qu'on avait dans le précédent CLAGE, après avec des modifications, hein, mais pareil, quand vous recopiez, faites attention aux fautes, parce que dans le mail il n'y avait pas de faute, je le précise. Et alors juste, petit truc sur les ouvertures le soir. Alors c'est juste, quand vous parlez des soirées des jeunes pour les vacances, je présume, vous avez un taux horaire, enfin vous souhaitez mettre un cadre jusqu'à quelle heure? 23h, 2h du matin, par rapport à la responsabilité des... Enfin, c'est juste une question par rapport c'est peut-être le directeur qui est plus à même de répondre. Oui, absolument. Et je pense que si ce n'est pas dans le règlement intérieur, c'est que c'est peut-être encore un point sur lequel il doit définir. Il doit définir, oui, absolument. Ok. Merci. Donc, mise au vote de ce règlement intérieur pour l'accueil des mineurs de 11 à 16 ans, dit le CLAGE, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Très bien.
Et donc la délibération suivante porte sur le tarif à appliquer à ce service d'accueil de mineurs. Donc il est prévu une adhésion annuelle d'un montant forfaitaire de 50 € avec un R. Sera demandée pour toute nouvelle inscription. Une participation de 50% du tarif de chaque sortie proposée par l'accueil collectif de mineurs sera demandée aux familles et toute tranche horaire commencée est due. Oui, je peux intervenir. Allez-y, bien sûr. 35% d'augmentation. C'est énorme. C'est pas énorme parce qu'en fait... Non, je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, le tarif précédent, alors de tête, c'est combien? C'était 37 €. C'était 37, oui, tout à fait. Chose, ok. En fait, comment vous êtes arrivé à 37 €? Comment est-ce que vous arrivez à 37 €? Parce qu'on voulait garder un tarif raisonnable. Voilà. Oui, pourquoi à 37 et pas à 36, pas à 38? Non, mais on avait, Pierrette, arrête-moi, on avait augmenté un petit peu chaque fois. On n'est pas... On n'a pas démarré à 37, mais on a fait la même augmentation en pourcentage. On avait fait sur les autres mais là, tarifs. là, c'est quand même Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, que la partie forfaitaire soit d'un certain montant, que le reste soit d'un autre, c'est vraiment anecdotique. Nous, on part à 50 € parce qu'en fait, 37, 38, 39, ça n'a pas beaucoup de sens. 50 €, ça nous paraît une somme qui est psychologique. 40 aurait été plus judicieux. 40, honnêtement, Alors, non. 40 aurait été peut-être plus raisonnable. Il y a peut-être des jeunes. Non. C'est un choix politique, c'est un choix. Oui, si vous voulez, bon, si c'est, nous, ce sera 50 €. 35% d'augmentation. C'est pas une augmentation parce que le tarif précédent n'avait pas de sens, si vous voulez. C'est un montant que vous avez sorti comme ça. Nous, on sort non, le on n'a nôtre. pas sorti comme ça. Non. C'est pas le tarif du gaz, oui, c'est quelque chose qui était... Reprenez les premières délibérations sur les tarifs du clash, c'était pas bon, bref. Ouais, bon, écoutez, ok. Ça marche. Donc, qui serait contre ce tarif? Ah non, Ouais. je vais... J'avais une petite question. Oui. Eh ben non, je me ferme ma bouche parce que non, ça va pour la CDE. Ça va pour la CDE. Le versement des prestations va... Non, je me suis trompé. Ah, j'ai rien dit. Non, je pense que c'est pour les études plutôt. C'est les ça, études. On en parle passera tout à l'heure. Ok. Donc, qui est contre ce tarif du clash? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Voilà, donc voilà les tarifs post-études qui effectivement, les études qui sont prises en charge par la Caisse des écoles. Alors là, vous avez compris que l'objet de ce tarif, c'est pas le prix de l'étude. C'est le tarif de l'accueil pour les enfants qui vont à l'étude qu'on adapte de telle sorte que les enfants ne soient pas facturés 2 fois du goûter, parce que le goûter est inclus dans l'étude. Voilà. Et comme le prix du goûter était aussi inclus dans l'accueil périscolaire, on ne voulait pas que les enfants, alors je parle sous le contrôle de M. Cassada, c'est juste pour aller vite, on ne voulait pas que les enfants qui vont à l'étude d'abord, prennent leur goûter et vont à l'accueil ensuite sans prendre leur goûter, soient facturés de 2. Donc il fallait convenir d'un tarif particulier pour les enfants qui vont à l'accueil après l'étude. C'est pour ça que ça s'appelle post-étude. Hein, c'est pas le tarif de l'étude, c'est le tarif de ce qui suit l'étude. Voilà. Et M. Casada, allez-y, me dire les choses. Et donc, du coup, les recettes, elles vont où? Voilà, c'est là ma question. Alors, je vois dans la régie recettes enfants, donc ça ne va plus à la CDE, on est d'accord? Ah non, la CDE, c'est reçoit. On n'avait pas compris en fin de compte. On n'avait pas tout à fait saisi sur le mot post-étude qui n'était pas très clair pour nous. Hein. Post après et puis étude. Oui, donc après l'étude. J'entends, mais c'était pas. C'est donc la prestation. Ok. C'est l'accueil après l'étude. Oui, ok. Alors ce qui n'est pas très intuitif, c'est qu'en fait c'est une délibération qui porte sur le goûter et pas sur l'étude. Exactement. Mais je vous assure qu'il faut se creuser la tête très longtemps pour essayer de trouver une formulation qui permet d'atteindre l'objectif. Mais je pense qu'on a trouvé quelque chose qui, au moins d'un point de vue pratique, fonctionne. Ok. Donc nous mettons au vote ce tarif. Excusez-moi, 2 petites secondes. Excusez-moi. Prenez le micro. Comment il est calculé le tarif? Eh bien, si vous regardez, alors encore une fois, je parle sous le contrôle de M. Casada, c'est pour éviter les échanges de micros. C'est le tarif de l'accueil périscolaire moins le goûter, moins les 50 centimes du goûter. C'est bon? C'est-à-dire que c'est le périscolaire sans le goûter parce qu'il a été déjà payé pour l'étude.
Oui, oui. Donc pour ce tarif post-études, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Autorisation donnée au maire de candidater à un fonds d'aménagement communal. Alors le fonds d'aménagement communal, c'est un dispositif qui est mis en place par le département, par le conseil départemental, et qui permet aux communes comme Chanteloup d'obtenir des subventions pour des équipements, pour la partie investissement. Le montant des subventions dépend à la fois de l'historique, de ce qui a été demandé précédemment au département, et aussi de la taille de la ville. Pour ce qui est de Chanteloup, on a la possibilité de candidater pour une enveloppe qui s'élève à 300 000 €. Donc pour ce faire, j'ai besoin de l'autorisation du conseil municipal, de telle sorte que je me rapproche du département pour effectuer toutes les démarches en vue d'obtenir un fonds d'aménagement communal. Ce fonds d'aménagement communal sera destiné à financer des investissements, lesquels, eh bien, en tout premier lieu, l'agrandissement du cimetière. Ensuite, tout l'aménagement de la partie extérieure de la future annexe de la mairie, notamment pour bien revoir la planimétrie, refaire une sécurisation et une entrée qui soit de niveau d'une mairie. Et en troisième lieu, la réfection de la cour du Loupio, qui n'est pas aujourd'hui accessible PMR. Il faut repenser aussi la planimétrie et le doublement de la taille du préau. Donc ces trois projets ensemble seront soumis au département dans le cadre du fonds d'aménagement communal. Pour demander cette subvention, vous avez dû donner une enveloppe quand même. Alors, du coup, est-ce qu'on peut le connaître? Alors, pour l'instant, il faut d'abord prendre une délibération pour que j'entre en négociation avec le département. Oui. Ça, je suis la procédure que m'a donnée Menehould. D'accord. Mais si vous mettez 300 000 €, c'est parce que vos projets correspondent à 300 000 €. Non, parce que c'est le maximum. C'est le maximum auquel on est éligible. Oui, mais ils vont pas vous payer la totalité de vos travaux. Il y a au moins 20% qui doit rester à la charge de la commune. Mais bien entendu, mais ça va de soi. Mais quand le département... Pardon ? Pardon ? Vous ne voulez pas nous dire le montant? C'est écrit dans la délibération. Non, mais le montant des travaux, des investissements. Ça va dépendre du niveau de subvention, bien évidemment, et des ressources de la commune. Ce qui est important... La subvention, elle est donnée en fonction du montant. Mais oui, mais ça, c'est un dialogue qu'il faut établir avec le département. Et ce dialogue n'est possible que lorsqu'on me donne le pouvoir de l'établir. Vous savez, cette délibération, elle a été faite par les services du département. C'est pas moi qui l'ai faite. Donc, nous, on a la chance d'être pris par la main par le département, avec qui on a de très bonnes relations. Et je suis confiant sur l'obtention d'un bon niveau de subvention pour les équipements dont je viens de vous donner la liste. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a quand même besoin d'argent pour financer nos investissements et on ne va pas passer à côté d'une occasion pareille. On peut demander X projets? Oui, c'est une enveloppe, oui, absolument. C'est une enveloppe financière à l'intérieur duquel que l'on décline en fait avec les projets. Et c'est là qu'on peut moduler en fonction de ce à quoi on peut espérer. Non, la contrainte, c'est pas une contrainte, il y a une double contrainte. L'enveloppe financière maximale, donc c'est 300 000 €, et 3 ans. C'est-à-dire que c'est des projets qui doivent être lancés dans les 3 ans. Mais vous pouvez avoir 15 petits projets, par exemple, en 3 ans. Mais ça doit faire l'objet d'un dialogue avec le département. C'est pas, la demande de subvention, c'est quand même quelque chose qui est complexe, et c'est important. Il faut qu'elle rentre dans leur texte. Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de dialoguer avec le bailleur de fonds, pour ne pas faire des demandes qui soient... On a toujours dialogué, Non, mais est-ce que je vous dis le contraire, Madame Munier? Là, je vous demande de m'autoriser à demander des subventions auxquelles on a droit. Est-ce que je remets en cause votre façon de demander? Vous savez dialoguer mieux que les autres, donc vous allez obtenir 300 000 €. C'est ça que vous êtes en train de faire. Alors là, Madame Munier, vous surinterprétez, je crois que vous êtes un petit peu crispé. Là, on a la chance d'avoir une enveloppe qui s'offre à nous, on la saisit. Après, on verra bien ce qui se passe. On ne va pas passer à côté. Ça marche?
Très bien. Donc, qui serait contre m'autoriser à demander au département un fonds d'aménagement communal? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Information sur les décisions du maire. Alors, il y a deux types de décisions. Les décisions de non-préemption urbaine, donc dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner d'un montant inférieur à 500 000 €. On va peut-être s'épargner le détail. Vous avez dans votre note de synthèse. Pour ce qui concerne les décisions du maire, alors là, c'est écrit très petit. Donc, on a un contrat entretien propreté des voiries. Ah, merci Laurent. Voilà, super. Donc, entretien propreté des voiries pour un montant de 24 480 €. Contrat d'assurance véhicule Renault Master, donc c'est le véhicule du service technique. Contrat d'assurance véhicule Renault, c'est aussi le véhicule de service technique. Contrat de location longue durée Master, donc c'est celui qui va avec l'assurance du dessus. Convention de mise à disposition du gymnase. Alors ça, ce sont des conventions, il y en a une série que nous signons avec les associations qui bénéficient de subventions en nature, auxquelles les associations qu'on autorise à utiliser les différents bâtiments publics. Donc vous avez la danse au gymnase, vous avez donc le gymnase, donc l'ASC, vous avez le foyer rural, donc qui va à la salle Jean-Claude Maton. Enfin, vous avez toute la liste qui est ici. Contrat de maintenance des ascenseurs, donc les ascenseurs, bah oui, on a un ascenseur à la ferme du pavillon, et contrat d'infogérance des écoles. Alors l'infogérance, c'est la maintenance informatique. Voilà. Des questions sur ces conventions? Non? Très bien. Je n'ai pas reçu de questions orales. Vous me le confirmez? Très bien. Eh bien, il est 21h38, je déclare terminé le conseil municipal. J'éteins la caméra.